Ma collègue est contrariée par le fait que je la traite différemment après qu'elle m'a accusée de comportement inapproprié alors que je lui sauvais la vie. Je travaille dans cette agence de marketing depuis 4 ans, un petit bureau d'environ 20 personnes au total. Je suis le gars tranquille qui apporte des donuts le vendredi et qui se porte toujours volontaire pour aider lors des événements du bureau. J'appréciais sincèrement mes collègues et je les traitais comme des amis. Juliet a commencé il y a 2 ans. Nous nous entendions bien, rien de spécial, juste des relations de travail normales. Elle a rejoint notre groupe de déjeuner, nous discussions de séries Netflix, une amitié de bureau typique. Il y a 2 mois, nous mangions tous dans la salle de pause. Juliet racontait une histoire sur son week-end, elle riait, quand soudain elle s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase. Ses mains sont allées à sa gorge, son visage est devenu rouge, puis violet. Tout le monde s'est figé. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste bougé. Je me suis placée derrière elle et j'ai commencé la manœuvre de Heimlich. 4 pressions, et un morceau d'aile de poulet a été expulsé. Elle a haleté et a recommencé à respirer. Toute la salle a éclaté en acclamations. J'ai demandé si elle allait bien. Elle a juste hoché la tête, a refusé de me regarder et est allée directement aux toilettes. J'ai pensé qu'elle était embarrassée. S'étouffer devant tout le monde est mortifiant. Le lendemain, elle a pris un congé maladie. Le jour suivant, elle était de retour, mais m'évitait complètement. Elle refusait tout contact visuel et prenait un chemin différent pour aller à son bureau. J'ai pensé qu'elle était peu, être encore gênée, alors je lui ai laissé de l'espace. Le 3e jour, j'ai reçu un email des RH. Veuillez vous présenter à la salle de conférence B à 14h00. Pas de contexte, pas d'explication. Je suis entrée et j'ai vu Denise des RH et le chef de bureau qui semblait très sérieux. Ils m'ont demandé de m'asseoir. Denise a fait glisser un papier sur la table et a dit que Juliet avait déposé une plainte formelle contre moi. Mon estomac s'est noué. Une plainte pourquoi? Denise l'a lu à haute voix. Juliet affirmait que pendant la manœuvre de Heimlich, mes mains étaient positionnées de manière inappropriée, que j'avais pressé mon corps trop près du sien et qu'elle avait senti le bas de mon corps contre son dos. Elle a dit que cela semblait délibéré et qu'elle s'était sentie extrêmement mal à l'aise. Je ne pouvais plus respirer. J'ai demandé si c'était une blague. Ça ne l'était pas. J'ai expliqué exactement ce qui s'était passé. Une manœuvre de Heimlich, de Manuel, exactement comme on me l'avait appris lors du cours de secourisme que l'entreprise nous avait fait suivre l'année dernière. Il y avait 8 témoins. Tout le monde m'a vu lui sauver la vie. Cela n'importait pas. Politique de l'entreprise, accusation déposée, enquête requise. J'ai été mis en congé payé immédiat en attendant les résultats. Je suis rentrée chez moi sous le choc. J'ai appelé ma petite amie en pleurant, disant que j'allais perdre mon travail pour avoir sauvé la vie de quelqu'un. Elle était furieuse. Elle m'a dit de prendre un avocat. Je n'en avais pas les moyens. Pendant 6 jours, je suis restée assis chez moi à vérifier mes emails toutes les heures, me demandant si ma carrière était finie, si cela me suivrait pour toujours. J'ai à peine dormi. Le 7e jour, Denise a appelé. Enquête terminée. Les images de surveillance ont été examinées. Les 8 témoins ont été interrogés. J'étais complètement blanchie. Aucun acte répréhensible. Je pouvais reprendre le travail lundi. J'aurais dû me sentir soulagée. Au lieu de cela, j'avais la nausée. Lundi matin, je suis entrée et je suis allée directement à mon bureau. Juliet était déjà là. Elle est venue me voir pendant le déjeuner et a demandé à parler en privé. Nous sommes allés sur le parking. Elle s'est excusée, a dit qu'elle avait paniqué, qu'elle souffrait d'un trouble de stress post-traumatique, TSPT, dû à un traumatisme passé et que le fait d'être touchée l'avait déclenché. Elle a dit qu'elle savait que je lui avais sauvé la vie et qu'elle était désolée de m'avoir fait subir cela. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses, mais que tout était différent maintenant. J'ai arrêté de rejoindre le groupe de déjeuner quand elle était là. J'ai arrêté d'aller au happy hours si elle venait.
Si nous nous croisions dans le couloir, je faisais un signe de tête et continuais mon chemin. En réunion, je m'asseyais de l'autre côté de la table. Elle l'a remarqué. Après 2 semaines, elle m'a abordé dans la salle de pause et m'a dit qu'elle voyait bien que j'étais bizarre. J'ai répondu que j'étais simplement professionnelle désormais. Elle a dit que je la punissais pour quelque chose pour lequel elle s'était excusée, que je la faisais se sentir isolée et indésirable. Je lui ai dit que ce n'était pas personnel, que c'était de la survie. Elle a fixé un point derrière moi. Vous savez ce qui est bizarre? Plus j'essaye de me souvenir de ce jour-là, plus c'est flou. Au cours de la semaine suivante, son histoire a changé. Des détails sont apparus alors qu'ils n'existaient pas auparavant. Hier, elle m'a coincée dans la salle de pause. Je me souviens maintenant, tu te tenais vraiment près de moi avant que je commence à m'étouffer. Sa voix était certaine. 2 autres collègues écoutaient. Je les ai vus échanger un regard. Ce matin, Denise m'a rappelé dans son bureau, et Juliet était déjà assise là, avec ce même regard confus et sincère sur son visage. Denise avait des papiers devant elle. Pas l'ancienne plainte, des nouvelles. Elle les a fait glisser sur la table vers moi sans rien dire. Je les ai pris et j'ai commencé à lire. La nouvelle déclaration de Juliet était dactylographiée, formatée comme un document juridique. Elle prétendait que je me tenais près d'elle avant qu'elle ne commence à s'étouffer, que je m'étais positionnée à l'avance, que la manœuvre de Heimlich n'était pas un sauvetage spontané, mais quelque chose que j'avais orchestré. Tout était recadré. Je n'étais plus le gars qui lui avait sauvé la vie. J'étais un prédateur qui avait manigancé la situation pour l'agresser. Cela change le contexte, a dit Denise. Sa voix était plate, professionnelle. Nous devons rouvrir l'enquête avec ces nouvelles informations. J'ai regardé Juliet. Elle fixait ses mains, triturant ses cuticules. Elle avait l'air petite, vulnérable, exactement l'apparence qu'on veut avoir quand on accuse quelqu'un. De nouvelles informations? Ai-je dit. C'est une histoire complètement différente. J'étais assis à la table. Elle était près du micro-ondes. Je n'étais nulle part près d'elle avant qu'elle ne commence à s'étouffer. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens, a dit doucement Juliet. 8 personnes ont vu ce qui s'est passé. La mémoire est compliquée, a dit Denise. Le traumatisme peut obscurcir les perceptions initiales. Parfois, la clarté vient plus tard. Je l'ai juste regardé fixement. Cela recommençait vraiment. Nous allons mener des entretiens, a continué Denise. Vous n'êtes pas en congé cette fois, mais nous vous demandons de minimiser les contacts avec Juliet pendant le processus. La façon dont elle l'a dit sonnait raisonnable, comme s'ils étaient justes, mais je pouvais lire entre les lignes. J'étais le problème maintenant, plus le gars qui sauve quelqu'un, mais le gars qu'il devait gérer. Je suis sortie de ce bureau avec l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds, comme si j'étais entrée dans une réalité alternative où sauver la vie de quelqu'un était la pire chose à faire. Cet après-midi-là, je me suis assis à mon bureau en essayant de travailler, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je revoyais sans cesse la scène de la salle de pause dans ma tête. J'étais assis à table avec Kevin et Matt. Juliet était près du micro-ondes, attendant que son plat chauffe. Elle riait de quelque chose que sa sœur avait fait, et puis elle s'est arrêtée net. Le rire s'est éteint dans sa gorge, littéralement. J'étais à au moins 2 mètres d'elle quand c'est arrivé. J'ai dû reculer ma chaise, me lever et marcher vers elle. Il y avait des gens entre nous. Matt a dû s'écarter pour que je puisse l'atteindre. Il n'y avait aucun rapprochement préalable. Il n'y avait aucun positionnement. C'était une pièce pleine de gens en train de déjeuner et quelqu'un a commencé à s'étouffer. Mais d'une manière ou d'une autre, dans l'esprit de Juliet, j'étais déjà derrière elle, déjà trop proche, déjà en train de planifier quelque chose. Le lendemain, j'ai vu la manipulation se produire en temps réel. Juliet a pris un café avec Kevin des analyses le matin. Je les voyais à travers la paroi vitrée de la salle de conférence, elle se penchant vers lui, lui hochant la tête sérieusement. Elle parlait avec ses mains, son visage était grave, et l'expression de Kevin passait de l'inquiétude à la réflexion, puis à la sympathie. Cet après-midi-là,
Kevin a fait sa deuxième déclaration au RH. Je ne savais pas ce qu'il avait dit, mais je pouvais le deviner. Je travaillais avec Kevin depuis 3 ans. Nous jouions dans l'équipe de softball de l'entreprise ensemble. C'était un bon gars, facile à vivre, facile à convaincre. 2 jours plus tard, elle a déjeuné avec Amy et Jordan. Je n'ai pas vu où ils sont allés, mais je les ai vus revenir ensemble. La main d'Amy sur l'épaule de Juliet. Jordan portant le sac de Juliet comme si elle était fragile. Ils sont passés devant mon bureau sans me regarder. Le lendemain matin, Amy et Jordan ont donné leur déclaration révisée. À la fin de la semaine, 3 des 8 témoins originaux avaient changé leur version. Pas complètement, juste assez. Ils ne pouvaient plus être certains de l'endroit où se trouvaient mes mains pendant le geste de Heimlich. Peut-être que j'étais plus proche d'elle qu'ils ne le pensaient initialement avant qu'elle ne commence à s'étouffer. C'est arrivé si vite qu'ils auraient pu rater quelque chose. En fait, en y réfléchissant maintenant, ils n'étaient plus sûrs de la séquence exacte des événements. Je suis allée voir Denise pour lui en parler. Elle les coche. Elle rencontre les témoins en privé et change leurs témoignages. Denise a levé les yeux de son ordinateur. Les gens ont le droit de prendre un café. Elle manipule l'enquête. Ou elle s'appuie sur des collègues pour obtenir du soutien pendant une période difficile. Denise a fermé le dossier devant elle. Je ferai attention avant de lancer des accusations que vous ne pouvez pas prouver. C'était là l'avertissement. Le glissement subtil des RH étant neutre vers les RH protégeant l'entreprise contre moi. Je peux prouver que je n'ai rien fait de mal, ai-je dit. Vous avez déjà été blanchi. Alors, pourquoi recommençons-nous? Denise a croisé les mains sur son bureau. Parce que de nouvelles informations ont été portées à notre connaissance. Nous avons l'obligation de faire une enquête. De nouvelles informations ou une nouvelle histoire? Son expression n'a pas changé. Y a-t-il autre chose? J'ai quitté son bureau et je suis allée directement au mien. J'ai ouvert mes emails et je suis remontée jusqu'à la semaine de l'incident. J'avais envoyé un message au service informatique le jeudi, 2 jours après les faits, leur demandant de vérifier les images de la caméra de la salle de pause parce que quelqu'un avait pris mon déjeuner dans le frigo et je voulais voir qui c'était. C'était un email de plaisanterie. Pas sérieux, mais cela prouvait que je savais que la caméra était là. C'est là que je me suis souvenu des images de surveillance. La caméra de la salle de pause montrerait tout. Où j'étais assis, où elle se tenait, toute la séquence du début à la fin, cela prouverait qu'il y avait de la distance entre nous, cela prouverait que je n'étais pas tapis derrière elle. Je suis retournée voir Denise. Les images de sécurité de la salle de pause. Elles montreraient exactement ce qui s'est passé. Elle n'a même pas levé les yeux. Le système s'efface automatiquement après 30 jours. Les images ont disparu. Bien sûr. Je suis restée là 1 seconde à réfléchir. La première enquête a duré 10 jours. Les images auraient encore existé pendant toute l'enquête. Est-ce que quelqu'un les a conservées? Nous n'en avions pas besoin. Vous avez été blanchis. Tous les témoins ont confirmé votre version. Et maintenant ces témoins changent leurs histoires et il n'y a plus d'images pour les contredire. Denise m'a finalement regardée. Qu'est-ce que vous suggérez exactement? Je suggère que c'est bien pratique, c'est tout. Je pense que vous devriez retourner travailler, a dit Denise. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai retracé la chronologie de l'enquête sur mon ordinateur portable. L'incident a eu lieu un mardi. Juliet a déposé plainte le vendredi. L'enquête s'est terminée le vendredi suivant. Cela fait 10 jours au total. Les images de sécurité s'effacent après 30 jours. Donc, les images existaient encore pendant 20 jours après que j'ai été blanchie, et personne n'a pensé à les sauvegarder. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais blanchie. Affaire classée. Sauf que maintenant, ce n'était plus classé. Maintenant, Juliet avait révisé son histoire et la seule preuve objective avait disparu. Tout ce qui restait, c'étaient les déclarations des témoins. Et elle les détruisait systématiquement. Mon téléphone a sonné. Mon manager, Phil, il voulait me voir à la première heure le lendemain matin. J'ai à peine dormi.
Je savais ce qui m'attendait. Je suis entrée dans le bureau de Phil à 8h30 et il a fermé la porte derrière moi. Il y avait un dossier sur son bureau, mince, peut être 10 pages. Il l'a poussé vers moi. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Une indemnité de départ. 3 mois de salaire, les avantages sociaux complets, jusqu'à la fin de l'année. Vous démissionnez tranquillement, vous signez une clause de confidentialité, NDA, et toute cette histoire s'arrête là. J'ai ouvert le dossier, les papiers étaient déjà préparés, formatés professionnellement, les lignes de signature surlignées en jaune, mon nom déjà tapé. Je n'ai rien fait de mal, ai-je dit. Je sais. La voix de Phil était plus douce que ce à quoi je m'attendais. J'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. Tu lui as sauvé la vie. Alors pourquoi me donnez-vous ça? Il s'est penché en arrière dans son fauteuil et s'est frotté le visage. Il avait l'air fatigué, plus vieux que dans mes souvenirs, parce qu'il ne s'agit pas de ce qui est vrai, il s'agit de ce que l'entreprise peut se permettre de gérer. Nous avons une femme qui dit qu'elle ne se sent pas en sécurité. Nous avons une enquête sur le lieu de travail. Nous avons des témoins qui changent leur version. Même si nous vous blanchissons à nouveau, l'image est terrible. Donc vous me virez pour avoir sauvé la vie de quelqu'un. Nous ne vous virons pas. Nous vous offrons une sortie qui protège votre réputation. Vous partez selon vos termes, nous vous donnons une excellente référence, et vous continuez votre carrière. En me faisant signer un papier qui dit que je ne peux pas parler de ce qui s'est passé, ça me fait paraître coupable. Phil s'est penché en avant. L'alternative, c'est que nous continuions l'enquête. Elle traîne pendant des semaines, peut être des mois. Les RH interrogent tout le monde plusieurs fois. L'histoire prend de l'ampleur. Les gens prennent parti. Le bureau devient toxique. Et à la fin, même si vous êtes à nouveau blanchi, vous êtes le gars qui a été accusé 2 fois. Cette étiquette reste. Vous pensez qu'une autre entreprise voudra embaucher quelqu'un avec 2 plaintes au RH dans son dossier, même si les 2 ont été rejetées? Donc je perds dans les 2 cas. J'essaie de t'aider ici, a dit Phil. Sa voix était plus tranchante maintenant. Impatiente. J'ai regardé le dossier. 3 mois de salaire. Cela me donnerait du temps pour trouver autre chose. Je pourrais partir, laisser cela derrière moi, recommencer quelque part où on ne connaîtrait pas cette histoire. Mais ensuite, j'ai pensé à Juliet assise au RH, en train de décrire des détails qui ne s'étaient jamais produits, convainquant les gens que mon sauvetage était en fait une agression. J'ai pensé à Kevin, Amy et Jordan, révisant leurs souvenirs pour coller à son récit. J'ai pensé au prochain gars avec qui Juliet travaillerait, à la prochaine personne qui essaierait de l'aider et à ce qu'elle pourrait lui faire. Non, ai-je dit, je veux une révision formelle. Je veux que cela soit consigné. L'expression de Phil a changé, la sympathie s'est évaporée, sa mâchoire s'est contractée, ses yeux sont devenus froids. On essaie de t'aider ici, a-t-il répété. Mais cela sonnait différemment cette fois, pas comme un conseil, mais comme une menace. Je n'ai pas demandé d'aide. J'ai demandé de l'équité. De l'équité? Phil a ri, mais sans humour. Tu veux de l'équité? D'accord. On continue l'enquête. On réinterroge tout le monde. On documente chaque interaction que tu as eue avec Juliet. On fouille tes emails, tes messages, tes évaluations de performance. On cherche des schémas. Et être qu'on trouvera quelque chose. Être qu'on trouvera un email où tu lui as fait un compliment sur sa chemise. Être qu'on trouvera un message Slack où tu as utilisé un emoji qui pourrait être interprété comme du flirt. Être qu'on ne trouvera absolument rien, mais le processus prendra 6 mois. Et quand ce sera fini, tu seras tellement radioactif que personne dans cette industrie ne voudra te toucher. Je l'ai fixé. Est-ce une menace? C'est la réalité. Prends l'indemnité, signe la clause, tourne la page. J'ai laissé le dossier sur son bureau et je suis sortie. Ma petite amie m'a demandé ce soir-là si j'étais fou.
Il te donne 3 mois de salaire pour partir. La plupart des gens tueraient pour ça. La plupart des gens n'ont pas sauvé la vie de quelqu'un pour se faire accuser d'agression ensuite. Je sais, mon cœur. Mais il ne s'agit pas de ce qui est juste. Il s'agit de survie. Prends l'argent. Sors de là. Trouve quelque chose de mieux. Et après, elle refait ça à quelqu'un d'autre. Elle réécrit ce qui s'est passé. Elle transforme un sauvetage en attaque. Si je pars, si je signe cette clause, sa version devient la vérité. Sa version est déjà en train de devenir la vérité. Tes collègues changent leurs histoires. Les RH rouvrent l'enquête. Tu es en train de perdre. Prends la porte de sortie pendant que tu le peux encore. Mais je ne pouvais pas. Je ne sais pas si c'était de la fierté, de la stupidité ou juste une question de principe, mais je ne pouvais pas la laisser gagner par défaut. Le lendemain, j'ai fouillé dans mon téléphone. Je ne poste pas beaucoup sur Instagram. D'habitude, je fais juste défiler et j'aime des trucs. Mais je me suis souvenu qu'il y avait eu un déjeuner de groupe ce jeudi-là, 2 jours après l'incident. Quelqu'un avait pris des photos. Amy peut être ou Jordan. Je les ai trouvées. 5 photos de ce jour-là. Il y en a une de tout le groupe entassé autour d'une table dans ce restaurant thaï où nous allions tout le temps. Et là, juste au milieu, il y a Juliet avec son bras autour de mes épaules, tous les deux souriant à l'appareil. Elle brandit son verre, en train de rire. Elle a l'air heureuse, à l'aise, détendue, pas effrayée. Il y a une autre photo du même déjeuner. Juliet et moi sommes au bout de la table, et elle est appuyée contre moi pendant que quelqu'un raconte une histoire. Décontractés, amicaux, exactement comme agissent des collègues quand l'un d'eux n'a pas agressé l'autre 2 jours plus tôt. J'ai fait des captures d'écran des 2 photos, et j'ai passé 1 heure à rédiger l'email parfait pour Denise. Professionnel, factuel, aucune émotion. Objet, preuve du niveau de confort de Juliet, 48 heures après l'incident. J'ai joint les captures et j'ai envoyé l'email à minuit. Denise m'a appelé à 10h le lendemain matin. Pouvez-vous venir? Je suis entrée dans son bureau 15 minutes plus tard. Juliet était déjà là, assise dans la même chaise qu'auparavant. Les photos étaient imprimées sur le bureau de Denise. J'ai reçu votre email, a dit Denise en faisant glisser les impressions vers Juliet. Pouvez-vous expliquer ceci? Juliet a pris la première photo, l'a fixée. Ses yeux se sont mouillés, des larmes ont commencé à se former, et je l'ai vue se transformer en temps réel, passant de la jeune femme professionnelle assise là 3 minutes, auparavant à quelqu'un de fragile et blessé. Ma thérapeute m'avait dit que cela arriverait, a-t-elle dit. Sa voix tremblait. Elle a dit que les victimes de traumatisme agissent normalement tant qu'elles sont en état de choc. C'est un mécanisme de survie. On sourit, on rit, on fait comme si tout allait bien parce que l'alternative, c'est de s'effondrer en public. Je ne réalisais même pas que je le faisais. J'essayais juste de passer la journée sans que tout le monde voie à quel point j'étais brisée à l'intérieur. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage maintenant. Et maintenant tu utilises ma réaction au traumatisme contre moi. Tu transformes en arme la façon dont j'ai survécu à ce que tu as fait. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Denise m'a coupé. Juliet, j'ai besoin que vous compreniez que nous essayons simplement d'établir les faits ici. Le fait est qu'il m'a agressée, a dit Juliet. Sa voix a craqué. Et 2 jours plus tard, j'étais tellement perturbée que j'ai mis mon bras autour de lui et j'ai souri pour une photo parce que je ne savais pas comment agir autrement. Savez-vous ce que je ressens en regardant cette photo, en me voyant toucher la personne qui m'a violée? Ça me rend malade. Denise a fait glisser les photos sur son bureau vers moi. Merci d'avoir fourni ces documents, mais ils ne contredisent pas le récit de Juliet. En fait, ils étayent ce qu'elle dit sur son état psychologique pendant cette période. J'ai regardé Denise, puis Juliet, puis à nouveau Denise. Vous n'êtes pas sérieuse. Les réponses au traumatisme sont complexes, a dit Denise. Ces photos ne prouvent pas qu'elle n'a pas été traumatisée. Elles prouvent potentiellement qu'elle l'a été. Je suis restée plantée là.
J'avais apporté la preuve que Juliet était à l'aise avec moi, et d'une manière ou d'une autre, cette preuve prouvait maintenant que je l'avais traumatisée. Y a-t-il autre chose? A demandé Denise. Je suis sortie. Le bureau s'est complètement retourné après cela. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Les gens qui me disaient bonjour avant ont commencé à regarder leur téléphone quand je passais. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. J'allais à la salle de pause pour prendre un café et je la trouvais mystérieusement vide 30 secondes après mon arrivée. J'ai entendu Matt du design parler à quelqu'un dans le couloir à l'extérieur des toilettes. J'étais à l'intérieur, donc il ne savait pas que je pouvais les entendre. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui, tu sais, a dit Matt. Genre trop serviable, trop gentil. Comme s'il jouait le rôle du bon gars, non? L'autre voix était celle de Jordan. C'est toujours ceux qui essaient trop. Je travaillais avec Matt depuis 3 ans. Nous étions allés voir un match des Dodgers ensemble l'été dernier. Nous avions partagé des nachos et débattu sur les transferts de joueurs. Il m'avait demandé de l'aider à déménager ses meubles quand il avait pris son nouvel appartement. J'avais passé un samedi à porter son canapé sur 3 étages. Et maintenant j'étais le gars qui essayait trop d'être gentil, le gars qui jouait la comédie, le prédateur caché à la vue de tous. Quelqu'un a déplacé son bureau. Jordan, qui s'asseyait à 2 bureaux du mien, a demandé un changement d'espace de travail. Les services généraux l'ont déplacé à l'autre bout de l'étage un vendredi après-midi. Quand je suis arrivée lundi, son bureau était vide, à l'exception de quelques traces de poussière là où se trouvait son écran. Je l'ai vu plus tard dans la journée dans la cuisine, je lui ai demandé directement « Avais-tu vraiment besoin de changer de bureau ?» Elle refusait de me regarder. J'avais juste besoin d'un changement de décor. Jordan, on a travaillé l'un à côté de l'autre pendant 2 ans. Et maintenant je travaille ailleurs. Est-ce que ça te pose un problème? La façon dont elle l'a dit, comme si j'étais contrôlant, comme si j'avais un droit sur sa proximité. Le groupe de déjeuner dont je faisais partie depuis 4 ans a cessé de m'inviter. Ils se réunissaient toujours tous les jours à 12h30. Je pouvais les voir à travers les vitres de la salle de conférence, riant, mangeant des plats à emporter, agissant comme s'ils avaient toujours été un groupe de 7 au lieu de 8. La chaise que j'utilisais restait simplement vide. J'ai essayé de les rejoindre une fois. Je suis entrée comme si de rien n'était. Je me suis assis à ma place habituelle. La conversation est morte. Tout le monde a regardé son assiette. Amy s'est levée. Je dois passer un appel, excusez-moi. Puis Kevin. Ouais, je devrais probablement retourner sur ce tableur. Un par un, ils sont partis. En 3 minutes, il ne restait plus que Matt et moi, assis en silence. Vous allez vraiment faire ça? Lui ai-je demandé. Matt a rangé son déjeuner. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, mec. Que dirais-tu de la vérité? Tu étais là. Tu as vu ce qui s'est passé. J'ai vu que tu étais derrière elle avec tes mains sur son corps. C'est ce que j'ai vu. Je lui sauvais la vie, et elle dit que ça ressemblait à autre chose. Qui suis-je pour lui dire ce qu'elle doit ressentir à propos de son propre corps? Il est parti. Je suis restée assis seule dans la salle de conférence avec mon sandwich, fixant 7 chaises vides, et j'ai réalisé qu'on m'effaçait. Pas licenciée, pas forcée de partir, mais lentement supprimée du tissu social du bureau jusqu'à ce que je n'existe plus. J'étais un fantôme hantant mon propre lieu de travail. Vendredi après-midi, je devais faire une présentation sur la campagne que je menais depuis 2 mois. Un gros client, un budget énorme. Je travaillais sur ce projet depuis novembre. J'en étais à la moitié de la présentation quand j'ai remarqué que Juliet pleurait. Pas fort, pas de façon spectaculaire, juste des larmes coulant sur son visage. Elle ne me regardait pas. Elle fixait l'écran de son ordinateur comme si elle essayait de se concentrer, mais ses épaules tremblaient légèrement. Tout le monde l'a remarqué. C'était impossible de ne pas le voir. L'attention de la salle s'est scindée. La moitié des gens me regardaient présenter, l'autre moitié regardait Juliet s'effondrer. J'ai continué à parler, faisant défiler les diapositives, mais ma voix sonnait creuse, mécanique. « Juliet ?» a dit Phil depuis le fond de la salle. « Ça va ?»
Elle a secoué la tête, essuyant ses yeux avec le revers de sa main. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté. Je ne me sens juste pas en sécurité pour le moment. La salle est devenue totalement silencieuse. 12 personnes me regardaient comme si je lui faisais quelque chose juste en étant là, juste en existant dans le même espace. Quelque chose en moi a craqué. En sécurité? Ai-je dit. Ma voix est sortie plus forte que prévu. Tu ne te sens pas en sécurité? Je t'ai sauvé la vie. S'il te plaît, ne me crie pas dessus, a dit Juliet. Sa voix était petite, effrayée. Je ne crie pas, mais je criais. Je pouvais l'entendre. Ma voix était forte, tranchante, résonnant dans la salle de conférence. Tu étais en train de mourir et je t'ai aidé. Et maintenant tu es assise là à pleurer comme si j'étais une menace. C'est exactement ce dont je parle, a dit Juliette à Phil. Pas à moi. Cette hostilité, cette agression. Hostilité? Tu plaisantes? Tu as déposé une fausse plainte? Tu as menti au RH? Coaché les témoins? Inventé des détails qui n'ont jamais existé? Ça suffit. Phil s'est levé. Son visage était rouge. Tout le monde prend 5 minutes. La réunion est terminée. Les gens sont sortis. Personne ne m'a regardé. Juliet est partie la première, le bras d'Amy autour de ses épaules, la guidant dehors comme une victime que l'on éloigne de son agresseur. Je suis restée seule dans la salle de conférence vide, ma présentation figée sur l'écran derrière moi. Et j'ai su que je venais de tout aggraver. L'email est arrivé lundi matin, en tête officielle des RH, signature de Denise en bas. On m'adressait un dernier avertissement écrit pour avoir créé un environnement de travail hostile et fait preuve d'un comportement agressif envers une collègue. Un seul incident de plus, de quelque nature que ce soit, et je serais licenciée immédiatement. De plus, il m'était interdit d'initier tout contact avec Juliet. Si nous devions communiquer pour le travail, cela devait passer par un manager ou se faire par email avec les RH en copie. J'ai lu l'email 3 fois. Je m'étais défendue devant des témoins et maintenant c'était dans mon dossier permanent en tant que harcèlement. Élever la voix était une agression. La traiter de menteuse était de l'hostilité. Lui avoir sauvé la vie était le péché originel qui avait commencé tout cela. Et maintenant tout ce que je faisais pour prouver mon innocence me faisait paraître plus coupable. J'étais piégée. Chaque geste que je faisais serait recadré comme une attaque. Chaque mot que je dirais serait une preuve de mon hostilité. Le silence me rendait coupable, mais parler me rendait dangereux. Je me suis assis à mon bureau, fixant l'écran, sans travailler, réfléchissant. Je devais faire quelque chose de différent. Se battre était classé comme une attaque. Fournir des preuves donnait l'impression que je la victimisais davantage. Rester silencieux laissait son récit devenir la vérité officielle. Les règles normales ne s'appliquaient pas ici. Alors j'ai décidé de faire l'opposé. J'ai passé 2 heures ce soir-là à écrire un email à Juliet. Je l'ai supprimé 3 fois. J'ai recommencé. Il fallait que le ton soit parfait, sincère mais pas désespéré, désolé mais sans admettre de culpabilité. Objet. Je veux faire mieux. L'email disait que j'étais sincèrement désolée que mes actions l'aient mise mal à l'aise. Je reconnaissais que je n'avais pas pleinement compris comment l'incident l'avait affectée. Je voulais être meilleure, faire mieux. Je lui demandais de me faire savoir quelles actions spécifiques je devais éviter, quelles limites je devais maintenir, tout ce qui l'aiderait à se sentir plus en sécurité au travail. Je prenais l'entière responsabilité de ne pas avoir reconnu l'impact de mon comportement. C'était sincère, apologétique, exactement ce que les RH voudraient voir s'ils le lisaient. J'ai mis Denise en copie et j'ai envoyé avant de pouvoir changer d'avis. Juliet a répondu le lendemain. Son email faisait 3 paragraphes. Elle me remerciait de l'avoir contactée. Elle disait que la guérison était un processus et qu'elle appréciait ma volonté d'écouter. Elle était contente que je prenne enfin mes responsabilités. Ensuite, elle a décrit la manœuvre de Heimlich. Elle a dit qu'elle se souvenait exactement de l'endroit où mes doigts étaient positionnés. Elle pouvait encore sentir les points de pression sur son abdomen, les endroits précis
où mes mains appuyaient. Elle a dit qu'elle pouvait sentir mon souffle sur son cou, chaud et régulier. Elle a dit que j'avais chuchoté « Je te tiens » juste avant la dernière pression, et que la façon dont je l'avais dit lui avait donné la chair de poule. Elle se souvenait de ma poitrine contre son dos, de la façon dont mon corps pressait le sien, comment cela semblait délibéré, contrôlé, pas paniqué comme quelqu'un qui essaie de sauver une vie. J'ai lu l'email 2 fois, puis une troisième. L'incident a duré 12 secondes, peut être moins. Elle était violemment en train de s'étouffer, privée d'oxygène, les mains griffant sa gorge, le visage violet. Les gens criaient, et elle se souvenait de mon rythme respiratoire, du placement exact de mes doigts, des mots spécifiques que j'aurais murmurés. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Elle en avait trop fait, elle était allée trop loin. J'ai commencé à construire la chronologie ce soir-là. J'ai imprimé chaque document. La plainte originale d'il y a 2 mois où le langage était vague et émotionnel. Contact inapproprié, trop proche, sentiment d'insécurité. Pas de détails précis, juste des sentiments. Puis la deuxième plainte d'il y a 3 semaines, plus précise. Je me tenais près d'elle avant le début de l'étouffement. La manœuvre semblait préméditée, mais toujours pas de détails sensoriels. Puis cet email, plein de détails. Respiration, chuchotement, placement spécifique des doigts, mots exacts. L'histoire évoluait, grandissait. Elle ajoutait des détails qui ne pouvaient pas exister. J'ai fait des copies de tout. J'ai tout mis dans un dossier, organisé chronologiquement pour que l'évolution soit évidente. J'ai surligné les contradictions, les détails impossibles, les choses dont quelqu'un qui s'étouffe ne peut pas se souvenir. Ensuite, j'ai demandé une réunion d'urgence avec les RH et la direction. Denise a essayé de repousser, disant que ce n'était pas nécessaire, qu'il fallait laisser l'enquête suivre son cours. Je lui ai dit que j'avais de nouvelles preuves qui devaient être examinées immédiatement. Elle a fixé le rendez-vous pour mercredi après-midi. Je suis entrée dans la salle de conférence. Denise, Phil et Jeannette du siège social étaient déjà là. Jeannette était venue en avion de San Diego, ce qui me disait que l'affaire était prise assez au sérieux pour attirer l'attention des échelons supérieurs. J'ai distribué les dossiers, je n'ai rien dit, les laissant ouvrir et commencé à lire. J'aimerais vous présenter l'évolution des accusations de Juliet. Ai-je dit une fois qu'ils eurent tous regardé la première page. Je les ai guidés étape par étape. La plainte originale, le langage, le manque de précision, puis la déclaration révisée 3 semaines plus tard, comment les détails commençaient à apparaître, enfin, l'email dire, comment elle décrivait un incident d'urgence de 12 secondes avec le détail sensoriel d'une scène de film. La mémoire ne fonctionne pas comme ça, ai-je dit. Le traumatisme n'ajoute pas de clarté à des détails qui n'ont jamais existé. Au contraire, le traumatisme rend les souvenirs moins détaillés, plus fragmentés. Elle n'est pas en train de se souvenir plus clairement, elle invente des détails pour soutenir un récit. Jeannette, du siège, lisait l'email, les sourcils froncés. Elle a levé les yeux vers Denise. « Avez-vous vu ceci avant aujourd'hui ?»« J'étais en copie, » a dit Denise. « Et vous n'avez pas trouvé que le niveau de détail était inhabituel ?» Denise a bougé sur sa chaise. Les survivants de traumatisme souvent. Elle était en train de s'étouffer. L'a interrompue Jeannette. Elle s'étouffait violemment. Comment était-elle consciente de mots chuchotés? Personne n'a rien dit. Jeannette a regardé Phil. Faites venir Juliet. Phil a passé l'appel. 5 minutes plus tard, Juliet est entrée. Elle avait l'air confuse, inquiète. Elle s'est assise en face de moi et refusait le contact visuel. Juliet, a dit Jeannette. Elle avait l'email devant elle. Pouvez-vous nous expliquer comment vous vous souvenez de ces détails spécifiques de l'incident? Le visage de Juliet était déjà rouge. Quand vous vivez un traumatisme, votre cerveau passe en hyperfocalisation. Vous vous souvenez de choses que vous n'aviez même pas conscience d'avoir remarquées sur le moment. Je comprends les réponses au traumatisme.
a dit Janet d'une voix neutre et professionnelle. Je pose des questions spécifiquement sur la logistique. Vous étiez en train de vous étouffer. Nous avons 8 déclarations de témoins confirmant que vous étiez en détresse sévère. Comment avez-vous pu être consciente de mots chuchotés? Je m'en souviens, c'est tout, a dit Juliet. Le traumatisme fait qu'on se souvient. Qu'est-ce qu'il a chuchoté exactement? A demandé Phil. Je te tiens. Elle l'a dit sans hésitation, certaine. Et vous êtes sûre que c'étaient ces mots exacts? Oui. Janet a noté quelque chose. Quoi d'autre vous revient? Ses mains? Où elles étaient? La pression? Pouvez-vous décrire la pression? Juliet a fait une démonstration sur elle-même, plaçant ses mains sur son propre abdomen. Ici et ici, ferme, délibéré. C'est le positionnement standard de Heimlich, ai-je dit doucement. Ça n'avait pas l'air standard, a répliqué Juliet. D'accord? A dit Janet. Regardons ces photos. Elle a fait glisser les captures d'écran d'Instagram sur la table. C'est 48 heures après l'incident. Vous le touchez, vous souriez. Votre bras est autour de lui. Je l'ai déjà expliqué, a dit Juliet. Sa voix montait dans les aigus. J'étais en état de choc, confuse. Je ne comprenais pas ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Le chef de bureau l'a dit si doucement que je l'ai à peine entendu. La pièce est devenue immobile. Quoi? A dit Juliet. Vous n'arrêtez pas de dire ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Juliet a regardé autour de la table. Ses yeux étaient écarquillés. Il m'a agressé pendant le Heimlich. Il t'a sauvé la vie, a dit le chef de bureau, tout en m'agressant. Comment quelqu'un peut-il sauver votre vie et vous agresser en même temps? A demandé Janet, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. Il s'en est servi comme couverture, a dit Juliet. Les mots sortaient de plus en plus vite. Il a orchestré la situation. Juliet, la voix de Phil était tranchante. Est-ce que c'est lui qui t'a forcé à t'étouffer avec l'aile de poulet? Non mais, donc il n'a rien orchestré du tout. Tu t'étouffais. Il a pratiqué le Heimlich correctement et tu es vivante grâce à ça. Les mains de Juliet tremblaient. Elle les a plaquées à plat sur la table. Vous ne comprenez pas. Aucun de vous ne comprend. Tout le monde me répète que je devrais être reconnaissante. Savez-vous ce que ça fait? Sa voix a craqué. Tout le monde le célèbre, alors que c'est moi qui ai failli mourir. J'ai dû vous voir tous le traiter comme un héros alors que je ne pouvais même pas respirer sans me souvenir de ses mains sur moi, de son corps contre le mien. Tout le monde agit comme s'il était une sorte de sauveur, alors que c'est moi qui ai failli mourir devant tout le monde. Elle pleurait maintenant, de vraies larmes, tout son corps tremblait. J'avais besoin que vous le voyiez différemment. J'avais besoin que quelqu'un comprenne que c'est moi qui ai souffert. Pas lui. Lui, il a pu jouer le héros. Qu'est-ce que j'ai eu, moi? J'ai été la femme pathétique qui s'est étouffée avec une aile de poulet au déjeuner. La femme que tout le monde dévisage dans la salle de pause. La femme que les gens surveillent pour s'assurer qu'elle ne va pas encore mourir. La salle était complètement silencieuse. J'avais besoin qu'il y ait une raison pour laquelle cela m'est arrivé, a continué Juliet. Elle ne regardait même plus personne, elle fixait juste la table, les larmes tombant sur la surface. Quelque chose qui fasse que ce ne soit pas ma faute, quelque chose qui ait du sens, et s'il était le problème, s'il avait fait quelque chose de mal, alors être que ce n'était pas juste un hasard. Être que ce n'était pas juste moi qui étais négligente et stupide et qui mourais presque devant tout le monde. Elle a levé les yeux. Son visage était rouge et mouillé. Je me suis convaincue que c'était réel. Les détails, la proximité. J'avais besoin qu'il soit réel pour qu'il y ait une raison, pour que cela signifie quelque chose au lieu d'être juste le pire moment de ma vie devant tout le monde. Et si je vous sauvais toutes de lui, si je protégeais les autres femmes de ce qu'il pourrait faire, alors être que lui devoir la vie ne serait pas aussi insupportable. Elle s'est arrêtée. Les mots pendaient dans l'air. Son visage a perdu toute couleur alors qu'elle regardait autour de la table, nous voyant tous la fixer. Phil avec la bouche entr'ouverte,
Janet avec son stylo figé, Janet les bras croisés, et moi, silencieux, observant. Je ne voulais pas, a commencé Juliet. Sa voix n'était plus qu'un murmure, mais il n'y avait plus rien à dire après cela. Aucun moyen de revenir en arrière, aucune façon de recadrer ce qu'elle venait d'avouer. Elle avait tout confessé, la fabrication des détails, le fait de s'être forcée à croire à un faux récit, le fait d'avoir transformé l'incident en arme pour éviter son propre embarras. Elle l'avait fait devant 3 membres de la direction et la responsable des RH. Je n'ai rien dit. Je suis resté assis là à la regarder réaliser ce qu'elle avait fait, à la regarder comprendre qu'elle venait de s'autodétruire par ses propres paroles. Le silence s'est étiré, 10 secondes, 20, personne ne bougeait. Denise a regardé Janet, Janet a regardé Phil, Phil a regardé ses mains, personne ne me regardait. Finalement, Denise a parlé. Sa voix était calme, prudente. Juliet, je pense que vous devriez aller chercher vos affaires. Juliet est restée assise là, figée, fixant la table comme si, en restant assez immobile, les 5 dernières minutes pouvaient s'effacer et elle pourrait tout reprendre. Je me suis levée. Ma chaise a raclé le sol. Juliet a sursauté au bruit mais n'a pas levé les yeux. Je suis sortie pendant qu'elle était encore assise là, les larmes coulant sur son visage, réalisant que son besoin de ne pas se sentir pathétique avait brûlé toute sa carrière et avait presque détruit la mienne. Certaines personnes préféreraient détruire votre vie plutôt que de vous dire merci.